Le stylo se trouvait à 5 centimètres des doigts tremblants de Madame Anderson lorsque j'ai crié. Ne signez pas ce document. Ma voix a résonné dans la salle à manger comme un coup de fusil. Tous les regards se sont tournés vers moi. La femme de ménage noire qui était censée être invisible, silencieuse, occupée à polir l'argenterie ou à servir du thé glacé. Mais j'étais là, debout dans l'entrée de la pièce, le cœur battant si fort que je sentais mon pouls dans mon cou, tenant mon téléphone portable comme si c'était une arme. La belle-fille de Madame Anderson, cette femme aux cheveux blonds impeccables et aux ongles rouges aussi pointus que des griffes, m'a regardé avec une haine qui glacerait l'enfer. « Pour qui vous prenez-vous » a-t-elle sifflé, se levant de sa chaise avec une telle force que le bois a grincé. « Vous n'êtes qu'une employée de maison. Sortez d'ici immédiatement. » Mais je n'ai pas bougé. Mes genoux tremblaient à l'intérieur, mais j'ai gardé mes pieds fermement ancrés sur le tapis perçant que j'avais aspiré moi-même ce matin-là. Madame Anderson m'a regardé avec ses yeux bleus délavés, confus, fatigué. Elle avait 83 ans et ces derniers mois, son esprit était brumeux, mais il restait assez de lucidité dans ce regard pour reconnaître que quelque chose n'allait pas. Ivy. A-t-elle murmuré mon prénom d'une voix faible. Qu'est-ce qui se passe? Ivy. C'est mon nom. Ivy Washington, 32 ans, mère de 2 enfants, habitant un appartement d'une chambre dans l'est de la ville, où le métro secoue les murs toutes les 10 minutes. Je travaillais pour la famille Anderson depuis seulement 3 semaines, mais j'en avais déjà vu assez pour savoir que quelque chose de très grave était sur le point de se produire. Ce papier que vous êtes sur le point de signer, ai-je dit, essayant de garder ma voix ferme, n'est pas ce qu'ils vous ont dit. L'avocat, un homme en costume gris qui transpirait même avec l'air conditionné allumé, a fermé son porte-documents en cuir avec un claquement sec. Mademoiselle Washington, vous vous immiscez gravement dans des affaires qui ne vous concernent pas. Je vous suggère de reprendre vos fonctions avant que cela n'ait de sérieuses conséquences sur votre emploi. Conséquences. J'ai ri, mais il n'y avait pas d'humour dans ce son. Les conséquences sérieuses sont pour Madame Anderson si elle signe ce faux testament. Le mot est tombé dans la pièce comme une bombe. Faux testament. Le fils de Madame Anderson, cet homme de 50 ans qui rendait à peine visite à sa mère, a fait un pas en avant. Son visage était rouge, les veines saillantes dans son cou. C'est une accusation absurde. Mère, n'écoutez pas cette femme. Elle essaie clairement de vous manipuler pour... Pourquoi faire? Je l'ai interrompu, sentant une colère chaude monter dans ma poitrine. Pourquoi ferais-je cela? Je gagne 12 $ de l'heure à nettoyer des toilettes et à cuisiner des repas que personne d'entre vous ne remercie. Qu'aurais-je à gagner à mentir? Le silence qui a suivi était lourd, dense, suffocant. La belle-fille a brisé ce silence par un rire aigu et artificiel. C'est ridicule. Thomas, appelez la sécurité. Cette femme est clairement déséquilibrée. Mais Madame Anderson a levé la main, cette main tachée par l'âge et tremblante à cause de l'arthrite, dans un geste qui portait encore de l'autorité. Attendez. Sa voix était faible, mais ferme. Ivy, pourquoi dites-vous que ce testament est faux? J'ai pris une profonde inspiration. C'était le moment ou jamais. Parce que j'ai trouvé le vrai testament, Madame Anderson. Celui que vous avez écrit il y a 2 ans, quand votre esprit était encore clair. Et il est très, très différent de celui qu'ils veulent que vous signiez maintenant. 3 semaines plus tôt, j'étais arrivé dans ce manoir de Forest Hills avec une petite valise et beaucoup d'espoir. Mon emploi précédent s'était terminé lorsque la famille avait déménagé en Floride, et j'étais désespéré. 2 enfants en âge scolaire, un loyer en retard, un réfrigérateur vide, vous connaissez l'histoire. Ce n'est pas original, mais c'est réel quand c'est votre vie. L'agence de placement m'avait dit que le poste consistait à s'occuper d'une dame âgée, lui tenir compagnie, l'aider dans les tâches quotidiennes. Cela semblait parfait. Lorsque j'ai vu le manoir pour la première fois, avec ses 3 étages de briques rouges, ses immenses fenêtres et son jardin avec des fontaines en marbre, j'ai pensé que j'avais trouvé le paradis. Vous aimerez Madame Anderson, m'avait dit la directrice de l'agence. Elle est gentille, polie, une vraie dame. La famille veut juste quelqu'un qui prenne bien soin d'elle. Ce que la directrice ne m'avait pas dit, c'est que la famille ne venait presque jamais. Le premier jour, j'ai rencontré Madame Anderson assise dans un fauteuil près de la fenêtre du 2e étage, regardant le jardin avec une expression lointaine. Elle portait une robe de soie bleu clair et un collier de perles qui coûtait probablement plus que ce que je gagnerais en 5 ans. « Vous devez être Ivy, dit-elle lorsque je suis entré dans la pièce, et son sourire était sincère, chaleureux. Quel joli nom! Comme le lierre qui pousse sur les vieux murs, fort et persistant. À ce moment-là, quelque chose s'est serré dans ma poitrine. Il y avait une solitude dans ses yeux bleus que je reconnaissais très bien. Je connaissais aussi la solitude, celle qui vient d'être invisible dans un monde qui ne voit que votre fonction, jamais votre humanité. Les premiers jours,
nous avons établi une routine. Je préparais le petit déjeuner, des toasts avec de la confiture de fraises, des œufs brouillés légers, du thé à la camomille. Nous parlions de tout et de rien. Elle me racontait des histoires de sa jeunesse, de l'époque où son mari était encore en vie, où son fils Thomas était un garçon doux qui aimait grimper aux arbres et collectionner des pierres. Il a changé, a-t-elle dit un matin, regardant une photo encadrée sur la table de chevet. Ou peut-être que c'est moi qui n'ai jamais vu qui il était vraiment. Il y avait de la tristesse dans cette phrase, une tristesse profonde et ancienne qui vient d'aimer quelqu'un qui ne vous aime pas en retour de la même manière. C'est à la 2e semaine que j'ai rencontré la belle-fille. Elle est arrivée un mardi après-midi au volant d'une Mercedes noire brillante, portant d'énormes lunettes de soleil et des talons qui s'enfonçaient dans le sol comme des poignards. Elle est entrée par la porte d'entrée sans frapper, sa voix résonnant dans le couloir avant même que je la voie. « Mère Anderson, où êtes-vous ? J'ai apporté ces documents que vous devez examiner. » Des documents. Toujours des documents. J'étais dans la cuisine en train de préparer le déjeuner quand elle est entrée, m'a regardé de haut en bas avec ce regard que je connaissais bien. Le regard qui évalue, juge et écarte en 2 secondes. « Vous êtes la nouvelle femme de ménage ?» a-t-elle demandé, mais elle n'a pas attendu de réponse. « Assurez-vous que Madame Anderson prenne tous ses médicaments. » Elle est étourdie ces derniers temps. Étourdie. Ce mot serait répété souvent au cours des semaines suivantes, toujours avec ce ton de fausse préoccupation, toujours suivi d'une demande pour que Madame Anderson signe quelque chose. « C'est juste une simple procuration, Mère Anderson, pour que je puisse vous aider avec les factures. C'est juste un transfert de quelques actions pour faciliter la gestion des investissements. C'est juste une petite modification du testament, rien d'important. » Toujours juste quelque chose. Toujours rien d'important. Mais je remarquais des choses. C'est une partie de mon travail de remarquer. Quand vous êtes femme de ménage, vous devenez invisible, et les personnes invisibles voient tout. Je voyais comment la belle-fille apparaissait toujours lorsque Madame Anderson était la plus confuse, après avoir pris certains médicaments. Je voyais comment l'avocat apportait toujours des piles de papiers écrits en minuscules, parlant vite, utilisant des mots compliqués. Je voyais comment Thomas évitait le regard de sa mère lorsqu'il signait comme témoin. Et je voyais la peur dans les yeux de Madame Anderson. Une peur silencieuse, confuse, de quelqu'un qui sent qu'elle perd le contrôle mais ne parvient pas à comprendre exactement comment. C'est un jeudi après-midi que tout a changé pour moi. J'étais en train de nettoyer le bureau au 1er étage. Une pièce rarement utilisée, remplie de livres poussiéreux et de meubles anciens. En déplaçant une pile de vieux magazines d'une étagère basse, quelque chose est tombé au sol avec un bruit sourd. Une enveloppe jaune, scellée, avec l'écriture tremblante de Madame Anderson sur le devant, « Mon vrai testament, à ouvrir seulement après ma mort. » Mon cœur s'est emballé. Je savais que je ne devais pas ouvrir cela. Je savais que ce n'était pas ma place. Mais quelque chose dans ma conscience criait que cette enveloppe était cachée là pour une raison, que Madame Anderson l'avait mise dans cet endroit secret parce qu'elle avait peur. Les mains tremblantes, j'ai ouvert l'enveloppe. Ce que j'ai lu m'a fait m'asseoir lourdement dans le fauteuil en cuir, les jambes flageolantes et l'estomac retourné. Le vrai testament laissait la majeure partie de la fortune à des œuvres de bienfaisance, des refuges pour femmes, des écoles dans des communautés défavorisées, des hôpitaux pour enfants. Pour son fils Thomas, il y avait une somme généreuse mais contrôlée, à condition qu'il poursuive le travail philanthropique que son défunt mari avait commencé. Pour la belle-fille, rien. Absolument rien. Et il y avait une lettre jointe, écrite sur du papier à en-tête, datée d'il y a 2 ans lorsque l'esprit de Madame Anderson était encore clair. J'écris ceci en pleine conscience et lucidité. Mon fils a épousé une femme qui ne voit que l'argent là où elle devrait voir l'amour. Elle l'a transformé en quelqu'un que je ne reconnais plus. Je crains qu'après ma mort, il tente de changer mes volontés. C'est pourquoi je cache ce document-là où les personnes avides ne chercheraient pas, parmi de vieux livres et des souvenirs oubliés. Si quelqu'un d'honnête le trouve, je demande qu'il s'assure que ma véritable volonté soit respectée. Les larmes me brûlaient les yeux. Cette femme, cette gentille dame qui me traitait avec dignité, qui se souvenait de me demander de mes enfants tous les matins, qui partageait avec moi des histoires de sa vie comme si j'étais importante. Elle savait. Elle a toujours su. Et elle demandait de l'aide, à travers le temps, à quiconque serait assez honnête pour écouter. À ce moment-là, j'ai pris une décision qui allait tout changer. J'ai photographié chaque page du testament avec mon téléphone portable. J'ai remis l'enveloppe à l'endroit où je l'avais trouvée. Et j'ai commencé à observer avec beaucoup plus d'attention ce qui se passait dans cette maison. Ce que j'ai découvert les jours suivants m'a glacé jusqu'aux os. La belle-fille ne rendait pas visite à Madame Anderson par amour ou par préoccupation. Chaque visite avait un but. Faire signer à la vieille dame un document de plus, transférer un actif de plus, modifier une clause de plus. Et toujours après que Madame Anderson ait pris ses pilules bleues qui aidaient avec l'anxiété.
J'ai commencé à faire attention à ces pilules. Je vérifiais le flacon quand personne ne regardait. Le dosage prescrit était d'un demi-comprimé par jour. Mais la belle-fille donnait toujours un comprimé entier, parfois même deux. Pour vous aider à vous détendre, mère Anderson, disait-elle avec ce faux sourire. Le médecin a dit que ce n'était pas grave d'augmenter un peu la dose. Mensonge. J'ai appelé le médecin en me faisant passer pour la fille de Madame Anderson, et il a confirmé, la dose ne devait jamais être augmentée. Des doses plus importantes causaient de la confusion mentale, de la somnolence, de la désorientation. Exactement l'état dans lequel la belle-fille avait besoin que Madame Anderson soit pour signer ce qu'elle voulait. Alors je suis arrivé cet après-midi-là, à ce moment-là, avec le stylo à quelques centimètres des doigts tremblants, et j'ai crié. Parce que je savais ce que ce document signifiait. J'avais entendu la conversation que la belle-fille avait eue avec l'avocat dans le couloir, quand il pensait que j'étais à l'étage. C'était le document final, celui qui transférait tout, la maison, les comptes bancaires, les investissements, le contrôle complet de la fortune de la famille Anderson. Et si elle signait cela sous l'effet d'une médication excessive, sans comprendre vraiment ce qu'elle faisait, il serait trop tard. Maintenant, dans cette salle à manger silencieuse, avec tous les yeux sur moi, j'ai serré mon téléphone portable plus fort et j'ai dit « J'ai des preuves. J'ai des photos du vrai testament de Madame Anderson, celui qu'elle a écrit quand son esprit était lucide. Et j'ai des enregistrements des conversations que vous avez eues sur la façon de la manipuler pour qu'elle signe ce que vous vouliez. La dernière partie était un mensonge. Je n'avais pas d'enregistrement. Mais leur réaction m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Le visage de la belle-fille est devenu blanc comme un linge. L'avocat a fermé son porte-document, si fort que j'ai entendu le bruit sec du cuir. Thomas a reculé d'un pas, comme s'il avait reçu un coup de poing dans l'estomac. « Vous bluffez », a dit la belle-fille, mais sa voix a tremblé. « Est-ce le cas ?» ai-je répondu, sentant un courage que je ne savais pas posséder. « Voulez-vous prendre le risque ? Parce que ces photos et ces enregistrements sont déjà sauvegardés dans le cloud, avec des instructions pour être automatiquement envoyés à la police si quelque chose m'arrive. Ou à Madame Anderson. » Silence absolu. Madame Anderson m'a regardé avec des larmes aux yeux. « Ivy, » a-t-elle murmuré, « est-ce vrai ? Vous avez trouvé mon testament ? Celui que j'ai caché parmi les livres ? » « Oui, madame, » ai-je dit, et ma voix a finalement tremblé à cause de l'émotion de tout cela. « Je l'ai trouvé. Et j'ai lu votre lettre. Et je promets que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour garantir que votre véritable volonté soit respectée. » La belle-fille a explosé. « C'est absurde. Thomas, faites quelque chose. Cette femme essaie clairement de nous voler. Elle a probablement falsifié ce soi-disant testament, elle essaie de manipuler votre mère pour manipuler. » La voix de Madame Anderson a coupé l'air, et à ma surprise, il y avait de la force en elle. « Vous avez le courage de parler de manipulation ? Vous, qui me bourriez de médicaments jusqu'à ce que je sache à peine mon propre nom. Vous, qui apportiez des piles de papier à signer quand j'étais trop étourdi pour lire. » La lucidité était revenue dans les yeux bleus de Madame Anderson, ardente et claire comme le feu. « J'ai fait semblant, » a-t-elle continué, et maintenant des larmes coulaient sur son visage ridé. « Ces derniers mois, j'ai fait semblant d'être plus confuse que je ne l'étais. Parce que j'avais peur. Peur de ce que vous feriez si vous réalisiez que je savais. Peur d'être placé dans un foyer, d'être déclaré incapable, de perdre le peu de contrôle que j'avais encore sur ma propre vie. » Les pleurs sont venus ensuite, des sanglots qui secouaient ce corps fragile. J'étais si seul, si effrayé. Et puis Ivy est arrivée, et pour la première fois depuis des années, quelqu'un m'a regardé comme si j'étais une personne, pas seulement un obstacle entre vous et l'argent. J'ai traversé la pièce et j'ai tenu la main de Madame Anderson, cette main froide et tremblante, et je l'ai serrée fermement. « Vous ne serez plus jamais seul, » ai-je promis. « Je le promets. » Et c'est à ce moment-là, en tenant la main d'une femme que je ne connaissais que depuis 3 semaines, mais qui avait touché mon cœur d'une manière que je ne savais même pas possible, que j'ai réalisé que cette histoire ne faisait que commencer. Parce que la vérité, lorsque vous l'exposez enfin à la lumière, ne résout pas tout immédiatement. Parfois, la vérité n'est que le premier pas d'une bataille beaucoup plus grande. Et la bataille pour la dignité de Madame Anderson ne faisait que commencer. Si vous aimez cette histoire et souhaitez savoir comment tout cela se déroule, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains chapitres de cet incroyable voyage de courage et de justice. La belle-fille est sortie de cette pièce comme un ouragan, claquant la porte si fort que les tableaux sur le mur ont tremblé. L'avocat l'a suivi, rangeant ses papiers avec des gestes rapides et nerveux, marmonnant quelque chose à propos de poursuivre en diffamation et de conséquences légales. Thomas est resté immobile au milieu de la pièce, regardant sa mère avec une expression que je ne pouvais déchiffrer. Honte, colère, confusion, tout mélangé. « Mère, a-t-il commencé,
mais Madame Anderson a tourné le visage. Sortez, Thomas. S'il vous plaît, sortez simplement. Sa voix était brisée, épuisée. Thomas a ouvert la bouche comme pour dire autre chose, a réfléchi et est parti. Quand la porte s'est refermée derrière lui, le silence qui nous a enveloppés était dense, lourd, chargé de tout ce qui avait été dit et de tout ce qui restait à affronter. Madame Anderson s'est effondrée dans la chaise, le visage enfoui dans ses mains. Ses épaules tremblaient de sanglots silencieux. Je me suis agenouillé à côté d'elle, tenant ses mains entre les miennes. « Tout va bien », ai-je murmuré. « Vous avez été si courageuse. Si forte. Courageuse. » Elle a levé le visage, et ce que j'ai vu là m'a brisé le cœur. Ivy, j'ai laissé les choses aller si loin. J'ai fait semblant d'être confuse parce que j'avais peur de leur faire face. Quel genre de mère a peur de son propre fils? Le genre de mère qui a été manipulée par les personnes qui auraient dû la protéger, ai-je répondu avec fermeté. Ce n'est pas votre faute. Ça ne l'a jamais été. Elle a serré mes mains, cette étreinte faible mais désespérée de quelqu'un qui se noie et a finalement trouvé quelque chose de solide à quoi se raccrocher. Que faisons-nous maintenant? A-t-elle demandé, et il y avait tellement de peur dans cette question que j'ai senti une oppression dans ma poitrine. Maintenant, ai-je dit, l'aidant à se lever, nous nous préparons. Parce qu'ils n'abandonneront pas facilement. J'avais raison. Cette nuit-là, alors que j'aidais Madame Anderson à se préparer à dormir, mon téléphone a vibré. C'était un message d'un numéro inconnu. Vous avez commis une terrible erreur aujourd'hui. Les gens comme vous doivent comprendre leur place. J'espère que vos enfants sont en sécurité à l'école Jefferson. Mon sang s'est glacé. École Jefferson. C'était là que Daniel et Lisa étudiaient. Comment diable le savaient-ils? Les mains tremblantes, j'ai immédiatement appelé l'école. La secrétaire m'a assuré que mes enfants allaient bien, qu'ils avaient déjà été récupérés par ma sœur comme d'habitude. J'ai appelé Tasha, ma sœur cadette, qui a confirmé que les enfants étaient en sécurité dans son appartement. « Ivy, qu'est-ce qui se passe ?» a demandé Tasha, l'inquiétude claire dans sa voix. « Rien, ai-je menti, car je ne voulais pas l'effrayer. Juste une journée compliquée au travail. Je viendrai chercher les enfants tout à l'heure. » Mais quand j'ai raccroché, mes mains tremblaient encore. Ce message n'était pas seulement une menace vide. C'était un avertissement, un rappel que les gens qui ont de l'argent et du pouvoir peuvent atteindre n'importe qui, n'importe où. Et mes enfants venaient de devenir des cibles. Les jours suivants, la guerre silencieuse a commencé. La belle-fille n'est pas revenue au manoir, mais sa présence était ressentie dans chaque mouvement qu'il faisait contre nous. D'abord, il y a eu les appels téléphoniques. Des avocats appelant Madame Anderson, parlant en termes juridiques compliqués de capacité mentale et de nécessité d'une évaluation psychiatrique. Ensuite, des lettres officielles sont apparues, des documents exigeant que Madame Anderson se soumette à des examens médicaux pour déterminer son aptitude à gérer ses propres affaires. Ils essaient de me déclarer inapte, a dit Madame Anderson un matin, tenant une de ses lettres de main tremblante. S'ils y parviennent, ils auront le contrôle légal de tout. Ils n'y parviendront pas, ai-je dit avec une conviction que je n'étais pas sûr de ressentir. Parce que vous êtes lucide, cohérente, et nous avons le vrai testament comme preuve que vous avez toujours su exactement ce que vous faisiez. Mais la vérité était plus compliquée que je ne voulais l'admettre. J'ai cherché une aide juridique. Je suis allé dans 3 cabinets d'avocats différents, expliquant la situation, montrant les photos du vrai testament. 2 d'entre eux m'ont regardé avec un scepticisme mal dissimulé. Une femme de ménage noire accusant une famille riche et blanche de fraude. Ils ne l'ont pas dit ouvertement, mais je le voyais dans les expressions, dans le ton de la voix, dans la façon dont ils ont rejeté mon cas comme trop compliqué ou hors de notre domaine d'expertise. Le 3e avocat était différent. Il s'appelait David Chen, un homme d'une 40aine d'années avec des cheveux grisonnants sur les tempes et des yeux doux derrière des lunettes à monture fine. Son bureau était petit, modeste, dans un vieil immeuble du centre-ville. Quand j'ai fini de raconter l'histoire, il est resté silencieux pendant un long moment, les doigts entrelacés sous son menton. « C'est grave, a-t-il finalement dit. Très grave. Si ce que vous me dites est vrai, nous parlons de manipulation de personnes âgées, de fraude documentaire, peut-être même d'empoisonnement si nous parvenons à prouver que les médicaments étaient administrés de manière inappropriée. C'est vrai, ai-je dit, et j'ai montré toutes les photos sur mon téléphone portable. Chaque mot. Il a étudié les images avec attention, zoomant sur les détails, lisant chaque clause. Le vrai testament est solide, a-t-il dit. Daté, signé, dûment attesté. Le problème est que nous allons faire face à une bataille juridique brutale. L'autre partie a des ressources, des relations, et va embaucher les meilleurs avocats que l'argent peut acheter. Et vous? Ai-je demandé. Allez-vous nous aider?
David Chen m'a regardé par-dessus ses lunettes, et il y avait quelque chose dans ses yeux qui m'a donné de l'espoir. Ma mère a été femme de ménage toute sa vie, a-t-il dit doucement. Elle a travaillé pour des familles riches qui la traitaient comme un meuble. Quand elle est tombée malade, ils ont essayé de la jeter comme des ordures. Alors oui, je vais aider. Et je ne facturerai pas un centime tant que nous n'aurons pas réglé cela. Pour la première fois depuis des jours, j'ai senti que nous avions peut-être une chance. Mais pendant que nous construisions notre dossier juridique, quelque chose a commencé à me tracasser dans un coin de ma tête. Quelque chose que j'avais vu, mais que je n'avais pas complètement assimilé dans la confusion de ce jour-là. La réaction de Thomas. Il avait été choqué par mes accusations, oui. Mais il n'avait pas été surpris. Comme si, à un certain niveau, il savait déjà. Comme s'il avait attendu ce moment, que quelqu'un expose enfin la vérité qu'il n'avait pas le courage d'affronter seul. J'ai décidé d'enquêter. Pendant mes pauses, lorsque Madame Anderson faisait la sieste ou était occupée à lire, j'ai commencé à explorer le manoir plus en profondeur. Je ne cherchais rien de spécifique, juste, j'observais. J'étais attentive. C'était incroyable ce que les gens laissaient à la vue de tous quand ils pensaient que personne d'important ne regardait. C'est ainsi que j'ai trouvé le bureau privé de Thomas au 3e étage. La porte était déverrouillée. Je n'aurais pas dû entrer, je le savais. Mais quelque chose m'attirait dans cette pièce, un instinct me disant qu'il y avait des réponses là. La pièce était différente du reste de la maison. Alors que les autres pièces étaient décorées de ce luxe ostentatoire qui crie « Regardez combien nous avons d'argent ». Le bureau de Thomas était simple, presque spartiate. Un bureau en bois, quelques étagères avec des livres, un fauteuil usé près de la fenêtre. Et des photos. Beaucoup de photos. Pas les photos officielles qui décoraient le reste de la maison. Ses poses rigides et ses sourires forcés de famille parfaite. Celles-ci étaient différentes. De vieilles photos, délavées, d'un garçon souriant jouant dans le jardin avec sa mère. Thomas et Madame Anderson ensemble, heureux, quand il était encore assez petit pour croire que le monde était un endroit bon. Il y avait aussi des lettres, empilées dans un tiroir qui était entrouvert. J'en ai pris une, puis une autre, et j'ai commencé à lire. C'étaient des lettres de Madame Anderson à Thomas, écrites au fil des ans. Des lettres jamais envoyées, jamais livrées. Elle y parlait de sa déception, de sa tristesse de voir le fils qu'elle aimait se transformer en quelqu'un qu'elle ne reconnaissait pas. Elle parlait de la belle-fille, de la façon dont cette femme avait empoisonné la relation entre mère et fils, remplaçant l'amour par l'ambition, la famille par la cupidité. « Je sais que vous êtes toujours là, mon fils », disait une des lettres. Quelque part à l'intérieur de l'homme que vous êtes devenu, il y a toujours le garçon qui m'apportait des fleurs du jardin et me disait que quand il serait grand, il prendrait soin de moi pour toujours. J'attends ce garçon. J'attends toujours. Mes larmes sont tombées sur le papier, tachant l'encre ancienne. Thomas n'était pas seulement un méchant cupide. Il était aussi une victime. Victime de sa propre faiblesse, de son incapacité à affronter sa femme, damné à choisir le chemin le plus facile au lieu du bon. Mais cela ne l'excusait pas. Cela n'effaçait pas le mal qu'il avait laissé se produire. Pourtant, quelque chose dans ses lettres, dans ses photos, m'a donné une idée. Si Thomas avait une étincelle de décence cachée quelque part, s'il restait un vestige du garçon qui aimait sa mère, nous pourrions peut-être l'utiliser. Non pas pour le manipuler comme le faisait sa femme, mais pour lui rappeler qu'il était avant que l'argent ne corrompe son âme. J'ai photographié les lettres avec mon téléphone portable et suis sorti du bureau, faisant attention à laisser tout exactement comme c'était. Cette nuit-là, David Chen a appelé avec des nouvelles. J'ai réussi à organiser une évaluation psychiatrique indépendante pour Madame Anderson, a-t-il dit. Un médecin neutre, respecté, sans lien avec aucune des parties. S'il confirme qu'elle est lucide et capable, il sera beaucoup plus difficile pour eux d'invoquer l'incapacité. Quand ? Ai-je demandé. Après-demain. Dans son cabinet, environnement neutre. Pouvez-vous l'Y emmener ? Je peux et je le ferai, ai-je promis. Mais quand j'ai raccroché, mon téléphone a vibré à nouveau. Un autre message du numéro inconnu. Joli uniforme que votre fille portait aujourd'hui à l'école. Le chemisier bleu à fleurs. C'est une adorable enfant. Ce serait dommage qu'il lui arrive quelque chose. Ma vision est devenue rouge. Ils avaient vu ma fille. Ils s'étaient approchés suffisamment pour remarquer les détails de ses vêtements. La colère que j'ai ressentie à ce moment était différente de tout ce que j'avais jamais éprouvé. Ce n'était pas seulement de l'indignation morale ou un sens de la justice. C'était quelque chose de primitif, de viscéral, l'instinct d'une mère protégeant ses petits. J'ai immédiatement appelé Tasha. « Tu dois garder les enfants à la maison pendant quelques jours », ai-je dit, essayant de garder ma voix calme mais échouant lamentablement. « Dis qu'ils sont malades, invente n'importe quoi. Mais ne les laisse pas sortir. » Ivy, tu me fais peur. Qu'est-ce qui se passe, bordel ?
Je vais arranger ça, ai-je dit. Je promets que je vais arranger ça. Juste, s'il te plaît, garde mes bébés en sécurité. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans l'obscurité de ma minuscule chambre dans le manoir, à réfléchir. Ils avaient franchi une ligne. Ils avaient transformé cela d'une bataille pour l'argent en quelque chose de beaucoup plus dangereux. Et s'ils étaient prêts à menacer des enfants, il n'y avait aucune limite à ce qu'ils feraient. Le lendemain, alors que je préparais le petit déjeuner, j'ai entendu des voix à l'entrée. Des voix altérées, tendues. J'en ai reconnu une, Thomas. J'ai jeté un œil dans le couloir et l'ai vu se disputer avec quelqu'un au téléphone, le visage rouge, la voix tendue. Je n'ai pas donné mon accord pour ça. Menacer la femme de ménage est une chose, mais des enfants? C'est de la folie. Criait-il. Non, je ne ferai plus partie de ça. Il s'est arrêté de parler brusquement, écoutant quelque chose de l'autre côté de la ligne. Son visage est devenu pâle. Tu ne ferais pas ça, a-t-il murmuré. Je suis ton mari, tu ne... Plus de silence. Puis, d'un ton vaincu. D'accord. D'accord, je n'interviendrai pas. Mais s'il arrive quelque chose à ses enfants, je jure que... Il a raccroché avant de finir sa phrase et est resté là, les épaules tombantes, l'image de la défaite. Nos regards se sont croisés. Il m'a vu observer depuis le couloir. Pendant un long moment, aucun de nous n'a rien dit. Il y avait tellement de choses dans ce regard. Culpabilité, honte, peur, regret. Ivy, a-t-il commencé. Gardez votre excuse, ai-je dit, et ma voix était glaciale. Les excuses ne protègent pas mes enfants. L'action protège. Je ne savais pas qu'elle irait aussi loin, a-t-il dit, et il y avait un désespoir sincère dans sa voix. Je pensais que c'était juste une question d'argent, d'assurer notre avenir, mais elle, c'est un monstre, ai-je terminé pour lui. Et vous le saviez. Peut-être que vous ne saviez pas exactement jusqu'où elle irait, mais vous saviez qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ce que vous faisiez. Et pourtant vous l'avez permis. Thomas s'est effondré sur une chaise dans le couloir, le visage dans ses mains. J'aime ma mère, a-t-il dit, si bas que j'ai à peine entendu. Dieu m'aide, je l'aime. Mais je suis si faible. Tellement pathétiquement faible. Quelque chose à ce moment a changé en moi. Je n'ai pas pardonné, je ne pourrai jamais pardonner complètement. Mais j'ai compris. J'ai compris que le mal ne vient pas toujours de personnes qui choisissent consciemment d'être mauvaises. Parfois, il vient de personnes qui n'ont tout simplement pas le courage d'être bonnes. Vous pouvez toujours faire le bon choix, ai-je dit. Il n'est pas encore trop tard pour être le fils que votre mère mérite. Il a levé le visage, des larmes brillant dans ses yeux. Que voulez-vous que je fasse? Et c'est à ce moment-là, dans ce couloir silencieux d'un manoir plein de secrets, que j'ai réalisé que nous avions peut-être gagné un allié. Un allié réticent, brisé, imparfait, mais un allié quand même. J'ai besoin que vous me racontiez tout, ai-je dit. Chaque détail de son plan. Chaque document qu'ils ont falsifié, chaque personne impliquée. Et j'ai besoin que vous protégiez mes enfants. Vous avez des relations, des ressources. Utilisez-les pour garantir leur sécurité. Thomas a hoché la tête lentement. Il se passe plus de choses que vous ne le savez, a-t-il dit. L'avocat, il ne travaille pas seulement pour ma femme. Il a des liens avec des gens dangereux. Des gens qui blanchissent de l'argent par le biais de fausses entreprises, qui utilisent des fortunes familiales comme la nôtre pour des opérations illégales. Mon estomac s'est serré. Et votre femme est au courant. Elle en fait partie, a révélé Thomas, et sa voix était brisée. Je l'ai découvert il y a 6 mois. Elle ne veut pas seulement la fortune de ma mère pour la dépenser. Elle veut l'utiliser dans le cadre d'un réseau plus vaste, quelque chose qui va bien au-delà de la simple cupidité. Le monde a semblé basculer sous mes pieds. Il ne s'agissait pas seulement d'une belle fille avide voulant un héritage. Il s'agissait de crimes organisés, de blanchiment d'argent, peut-être même de liens avec des activités dangereuses que je ne pouvais même pas imaginer complètement. Et d'une manière ou d'une autre, moi, une simple femme de ménage essayant de faire ce qui est juste, j'avais trébuché au milieu de tout ça. Pourquoi n'avez-vous rien dit à personne? Ai-je demandé. À la police, parce qu'elle a des preuves qui m'impliquent aussi, a admis Thomas, la voix chevrotante. Des signatures, des transferts que j'ai faits sans poser de questions, des documents que j'ai attestés. Si elle tombe, je tombe avec elle. Elle s'en est assurée. C'est ainsi qu'elle m'a fait taire tous ces mois. Mais maintenant vous me le dites. Parce que je suis fatigué, a-t-il dit, et il y avait un épuisement profond dans ses mots. Fatigué de vivre dans la peur. Fatigué d'être un lâche. Fatigué de me regarder dans le miroir et de haïr l'homme que je vois. Et parce que cette menace contre vos enfants est allée trop loin. Même pour moi. Surtout pour moi. Il s'est levé,
redressant ses épaules dans une tentative de retrouver une certaine dignité. Je vais protéger vos enfants. J'ai un ami, chef de la sécurité d'une grande entreprise. Je vais mettre une surveillance discrète à l'école, chez votre sœur. Personne ne s'approchera d'eux. Et les informations? Ai-je insisté. Allez-vous me donner des preuves? Oui. Mais Ivy. Il a hésité. Quand tout ça va exploser, et ça va exploser, vous devez être prête. Ces gens ne plaisantent pas. Ma femme a des amis haut placés, des gens qui préféreraient vous voir disparaître plutôt que de voir ce scandale éclater au grand jour. Un frisson a parcouru mon échine, mais j'ai gardé ma voix ferme. Alors nous ferions mieux de nous assurer que tout éclate d'un seul coup, de manière si publique qu'ils ne puissent pas simplement me faire disparaître sans créer encore plus de problèmes pour eux. Thomas m'a regardé avec quelque chose qui pouvait être du respect. Vous êtes plus courageuse que je ne le serai jamais. Je ne suis pas courageuse, ai-je corrigé. Je suis terrifiée. Mais le courage n'est pas l'absence de peur. C'est faire ce qui est juste même en ayant peur. Cette nuit-là, après que Madame Anderson se soit endormie, je me suis assise dans la cuisine avec une tasse de thé qui avait refroidi sans que j'y touche, repensant à tout ce que j'avais découvert. C'était plus grand que je ne l'imaginais. Plus dangereux. Plus compliqué. Mais quand j'ai pensé à abandonner, quand j'ai envisagé de simplement prendre mes enfants et de fuir loin de tout ce gâchis, je me suis souvenu du visage de Madame Anderson. Je me suis souvenu de ses larmes, de sa solitude, d'années passées à être manipulée et médicamentée par des gens qui auraient dû l'aimer. Je me suis souvenu de la lettre qu'elle avait écrite il y a 2 ans, cachée parmi de vieux livres, demandant à quiconque la trouverait d'être honnête, de l'aider. Elle m'avait demandé de l'aide à travers le temps. Et je ne pouvais pas l'abandonner maintenant, pas quand il y avait enfin quelqu'un de disposé à se battre pour elle. J'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un message à David Chen. Nous devons nous rencontrer tôt demain matin. J'ai de nouvelles informations. C'est plus grand que nous le pensions. Sa réponse est venue presque instantanément. Mon bureau, 7 heures du matin. Je vous attends. Je suis monté vérifier Madame Anderson une dernière fois avant de dormir. Elle était éveillée, regardant par la fenêtre le jardin éclairé par le clair de lune. Vous n'arrivez pas à dormir? Ai-je demandé doucement. Je pense à Thomas, a-t-elle dit. Au garçon qu'il était. Parfois, je me demande où j'ai mal tourné, comment j'ai élevé un homme capable de faire ce qu'il a fait. Vous n'avez pas mal tourné, ai-je dit, assise au bord du lit. Vous avez aimé votre fils. Ce n'est pas votre faute s'il a fait de mauvais choix. Mais Madame Anderson. J'ai hésité, puis j'ai continué, je pense qu'il commence à se réveiller. Je pense qu'une partie du garçon dont vous vous souvenez existe toujours en lui. Elle m'a regardé avec une lueur d'espoir prudente dans les yeux. Vous croyez? Je crois. Et je pense qu'avant que tout cela ne se termine, il aura la chance de le prouver. Madame Anderson a tenu ma main. Ivy, qu'ai-je fait pour vous mériter? Vous avez traité une femme de ménage comme un être humain, ai-je dit simplement. Vous n'imaginez pas à quel point c'est rare. Nous sommes restés silencieux un instant, 2 femmes de mondes complètement différents, unies par une bataille qu'aucune de nous n'avait choisie, mais que nous étions toutes 2 déterminées à gagner. Dehors, la nuit était sombre et pleine de menaces invisibles. Mais à l'intérieur de cette pièce, il y avait quelque chose qu'il ne pouvait ni acheter ni détruire. Il y avait de l'espoir, de la dignité et la détermination inébranlable de 2 femmes qui refusaient d'être des victimes. La tempête se préparait. Et nous étions prêtes à y faire face. La réunion avec David Chen à 7 heures du matin a tout changé. Je suis arrivé à son bureau avec une pochette contenant les tirages des photos que j'avais prises, ainsi que des pages de notes que j'avais rédigées pendant la nuit. J'avais à peine dormi, la tête pleine de tout ce que Thomas m'avait raconté, essayant de relier les points, de comprendre l'ampleur réelle de ce à quoi nous étions confrontés. David m'a accueilli avec un café fort et une expression sérieuse. « Racontez tout », a-t-il dit, ouvrant un nouveau carnet. Alors j'ai raconté. L'entretien avec Thomas, le réseau de blanchiment d'argent, les liens de l'avocat avec des gens dangereux, le fait que la fortune de Madame Anderson n'était qu'une pièce d'un dispositif bien plus vaste. Quand j'ai terminé, David est resté silencieux pendant un long moment, tapotant du doigt sur la table. « Cela change complètement notre stratégie », a-t-il finalement dit. Nous ne traitons plus seulement un litige successoral. Nous parlons de crime fédéral. Nous devons impliquer les autorités compétentes, et nous devons le faire avec une extrême prudence. Prudent comment? Si nous alertons les mauvaises personnes, elles vont détruire des preuves, disparaître avec l'argent, voire même avec des personnes. Il m'a regardé de manière significative. Vous y compris. Un frisson m'a parcouru l'échine, mais j'ai hoché la tête. Alors que faisons-nous? Nous bâtissons un dossier étanche. Nous recueillons chaque bribe de preuve que nous pouvons trouver, nous documentons tout,
nous créons de multiples copies stockées dans des endroits différents. Et ensuite, lorsque nous serons prêts, nous remettrons tout en bloc à un procureur fédéral que je connais, quelqu'un en qui j'ai entièrement confiance. Combien de temps avons-nous? Pas beaucoup. L'évaluation psychiatrique de Madame Anderson est demain. En fonction du résultat, ils pourraient accélérer ou ralentir leur plan. Nous devons être prêts à tout scénario. David s'est levé et s'est dirigé vers une armoire, d'où il a sorti un petit appareil de la taille d'une clé USB. Enregistreur numérique. Discret, excellente qualité audio. Si Thomas veut vraiment aider, demandez-lui d'enregistrer des conversations avec sa femme, avec l'avocat, avec toute personne impliquée dans le plan. Nous avons besoin d'aveux verbaux, de détails qui ne peuvent être contestés au tribunal. J'ai pris l'appareil, sentant son poids dans la paume de ma main. Si petit, mais potentiellement si puissant. Et mes enfants? Les menaces? J'ai déjà contacté un détective à la retraite qui me doit une faveur. Il va coordonner avec l'homme que Thomas a mentionné pour s'assurer qu'il y a une protection adéquate mais discrète. Vos enfants seront en sécurité, Ivy. Je vous le promets. Pour la première fois depuis des jours, j'ai respiré un peu plus facilement. Je suis retourné au manoir et j'ai trouvé Thomas qui m'attendait dans la cuisine. Il avait mauvaise mine, les yeux rouges, les vêtements froissés, comme s'il n'avait pas dormi non plus. « J'ai quelque chose », a-t-il dit doucement, vérifiant que nous étions seuls. Ma femme garde des documents dans un coffre-fort dans notre chambre. Hier soir, pendant qu'elle dormait, j'ai réussi à en prendre quelques photos. Il m'a montré son téléphone. Les images montraient des contrats, des virements bancaires, des enregistrements de sociétés écrans. Il y avait des dizaines de pages, toutes tamponnées de signatures et de sceaux officiels. C'est de l'or, ai-je dit, en voyant les images sur mon propre téléphone. David pourra retracer chacune de ces transactions. Il y a plus, a poursuivi Thomas, la voix encore plus basse. Ma femme prépare quelque chose pour après l'évaluation psychiatrique de demain. Je l'ai entendu parler à l'avocat d'un « plan B » au cas où le médecin déclarerait ma mère lucide. Mon estomac s'est noué. Quel genre de plan B? Je ne sais pas exactement. Mais cela implique de transférer ma mère dans une clinique privée, un endroit où ils ont des médecins à leurs bottes qui peuvent diagnostiquer ce qu'il faut pour la déclarer inapte. Fondamentalement, l'enlever légalement. Exactement. J'ai réfléchi rapidement. Si Madame Anderson était emmenée dans l'une de ces cliniques, il serait presque impossible de la faire sortir sans une longue bataille juridique. Et pendant ce temps, ils auraient le temps de consolider leur contrôle sur la fortune, de cacher ou de déplacer des actifs, de couvrir leurs traces. Nous n'allons pas permettre que cela se produise, ai-je dit avec détermination. Nous devons nous assurer que le médecin de demain documente non seulement qu'elle est lucide, mais qu'elle a peur, qu'elle a été manipulée, qu'il y a tentative de contrôle indu. Comment faisons-nous cela? Votre mère doit être honnête avec le médecin. Complètement honnête. Pas question de prétendre aller mieux qu'elle ne va, pas question de minimiser ce que vous avez fait. Elle doit raconter toute la vérité. Thomas a dégluti, le poids de la culpabilité visible sur son visage. Elle va me haïr encore plus quand elle saura tout. Probablement, ai-je concédé sans pitié. Mais vous méritez cette haine. Et si vous voulez vraiment vous racheter, vous devrez en supporter les conséquences. Il a hoché la tête, acceptant le jugement. Ivy, merci. De ne pas avoir abandonné ma mère alors qu'il aurait été beaucoup plus facile de simplement partir. Ne me remerciez pas encore. C'est loin d'être fini. Cet après-midi-là, pendant que Madame Anderson se reposait, j'ai consacré chaque minute libre à organiser les informations. J'ai créé une chronologie détaillée des événements, à partir du moment où la belle-fille était entrée dans la famille jusqu'à présent. J'ai énuméré chaque document suspect, chaque visite de l'avocat, chaque fois que les médicaments de Madame Anderson avaient été augmentés sans justification médicale appropriée. J'ai également enquêté sur les sociétés mentionnées dans les documents que Thomas avait photographiés. Il n'était pas difficile de trouver des informations de base en ligne, et ce que j'ai découvert m'a donné la nausée. Sociétés écrans enregistrées dans des paradis fiscaux. Virement de sommes absurdes entre comptes d'entreprises sans qu'aucun produit ou service réel ne soit offert. Liens avec d'autres entreprises faisant l'objet d'enquêtes pour blanchiment d'argent, certaines étant même liées au trafic international. La femme de Thomas n'était pas seulement une femme avide. C'était une criminelle professionnelle, et la fortune de la famille Anderson n'était qu'une autre source d'argent sale pour son réseau. « Mon Dieu !» a dit Madame Anderson quand je lui ai montré ce que j'avais découvert. Nous étions assises dans sa chambre, la porte verrouillée, parlant à voix basse. J'avais décidé qu'elle méritait de connaître toute la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Mon fils a épousé ça? A-t-il permis que cela entre dans notre famille? Il a été manipulé,
ai-je dit, essayant d'être juste même si c'était difficile. Et quand il l'a découvert, elle avait déjà de quoi le détruire aussi. Il est piégé depuis des mois. Cela ne l'excuse pas. Non, ça ne l'excuse pas. Mais ça signifie qu'il y a une chance qu'il fasse encore ce qui est juste. Madame Anderson a tenu ma main. Ses mains si fragiles mais qui ont serré les miennes avec une force surprenante. Ivy, vous avez des enfants. Si quelque chose tourne mal demain, s'ils essaient de m'emmener, vous devez faire passer vos enfants en premier. Je ne peux pas permettre qu'ils souffrent à cause de moi. Rien ne va mal tourner, ai-je dit avec conviction. Nous irons ensemble au cabinet du médecin. David Chen nous accompagnera. Tout sera enregistré, documenté, officiel. Ils ne pourront rien faire devant tant de témoins. Et s'ils essaient après, sur le chemin du retour, ou Thomas nous suivra dans une voiture séparée. Nous avons engagé une sécurité privée, des gens de confiance de David. Nous avons planifié chaque détail. Mais même en disant cela, une petite voix au fond de mon esprit chuchotait qu'on ne peut jamais planifier tous les détails quand on a affaire à des gens désespérés. Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir à nouveau. Je suis resté éveillé à revoir le plan, à chercher des failles, à essayer d'anticiper chaque problème possible. À 2 heures du matin, mon téléphone a vibré. Message de Thomas. Elle est sortie. Elle a pris la voiture et est allée quelque part. Je la suis discrètement. Mon cœur s'est emballé. Rien de bon n'arrivait à 2 heures du matin. 20 minutes plus tard, un autre message. Rendez-vous avec l'avocat dans un parking vide. Je vais essayer de m'approcher, d'enregistrer ce que je peux. Je suis resté à fixer l'écran du téléphone, les minutes passant comme des heures. Chaque seconde sans nouvelles augmentait mon anxiété. Puis, finalement, un appel. Ivy. La voix de Thomas était tendue, excitée. J'ai réussi. J'ai tout enregistré. Ils planifient pour demain. Ils vont essayer de vous intercepter en chemin vers le cabinet, forcer ma mère à monter dans une voiture différente, l'emmener directement à la clinique. Ils ont une fausse ambulance préparée, de faux ambulanciers, de faux documents médicaux disant qu'elle a eu un malaise. Nous devons prévenir la police. Nous ne pouvons pas. L'avocat a mentionné des contacts au sein du département. C'est pourquoi ils sont si confiants. Ils pensent qu'ils ont une couverture. J'ai appuyé mes doigts contre mes tempes, essayant de réfléchir. Alors nous changeons le plan. Nous partons plus tôt, nous prenons un autre chemin, nous ne prévenons personne. Ils vont surveiller la maison. Au moment où vous sortirez, ils le sauront. J'ai réfléchi frénétiquement, cherchant une solution, n'importe quelle solution. Et puis ça m'est venu. Thomas, pouvez-vous faire croire à votre femme que le rendez-vous a été annulé? Que le médecin a eu une urgence et a dû reporter? Peut-être, mais elle va vérifier, appeler le cabinet, pas si David change temporairement le message enregistré du répondeur. Quelques heures, c'est tout ce dont nous avons besoin. Il y a eu un silence de l'autre côté de la ligne pendant que Thomas traitait l'idée. Ça pourrait marcher. Si elle pense que le rendez-vous est reporté, elle va se détendre, baisser sa garde. Et ensuite nous emmenons votre mère chez le médecin quand ils ne s'y attendent pas, c'est risqué. Tout est risqué dans cette histoire. Mais c'est mieux que de se diriger droit vers une embuscade. D'accord. Je vais envoyer un message à ma femme maintenant, disant que j'ai reçu un email du cabinet concernant l'annulation. Avec une fausse copie de l'email et tout. Elle va y croire parce qu'elle voudra y croire. Après avoir raccroché, j'ai immédiatement appelé David Chen, sans me soucier de l'heure. Nous devons tout changer, ai-je dit quand il a répondu d'une voix endormie. Maintenant. Au cours des 30 minutes suivantes, nous avons reformulé tout le plan. David a accepté de pirater temporairement le système de messagerie du cabinet médical, ce qu'il a admis être techniquement illégal mais moralement nécessaire. Le vrai rendez-vous resterait à 10 heures du matin, mais nous ferions croire à la belle-fille qu'il était annulé. Et si ça ne marche pas? A demandé David. Alors nous improvisons. Mais au moins nous avons une chance d'arriver chez le médecin sans confrontation. Ivy, réalisez-vous que si cela tourne mal, s'ils parviennent vraiment à emmener Madame Anderson, il pourrait être presque impossible de la récupérer? Une fois qu'elle sera dans cette clinique, avec des documents frauduleux mais d'apparence officielle. Je sais. C'est pourquoi ça ne peut pas mal tourner. J'ai passé le reste de la nuit éveillé, écoutant chaque bruit de la maison, attentive à tout signe de mouvement suspect. À 6 heures du matin, je suis allé réveiller Madame Anderson. C'est l'heure, ai-je dit doucement. Nous partons d'ici. Elle m'a regardé avec des yeux effrayés mais déterminés. Je suis prête. Je l'ai aidée à s'habiller avec des vêtements simples et confortables. Pas de bijoux voyants ou de vêtements chers qui pourraient attirer l'attention. J'ai rangé quelques effets personnels essentiels dans un petit sac
y compris des copies des documents les plus importants. À 7 heures du matin, Thomas a envoyé une confirmation. Ça a marché. Ma femme a cru à l'histoire de l'annulation. Elle prévoit d'utiliser la journée pour d'autres choses. Je quitte la maison maintenant comme si j'allais au bureau, mais je vais vous retrouver au cabinet. À 7h30, alors que le soleil commençait à peine à éclairer le ciel, nous sommes sortis par la porte arrière du manoir. David nous attendait dans une voiture discrète, une berline grise qui n'attirait pas l'attention. La sécurité a confirmé qu'il n'y a pas de surveillance évidente, a-t-il dit en aidant Madame Anderson à monter sur le siège arrière. Mais restez baissés quand même jusqu'à ce que nous sortions du quartier. Le trajet a été tendu. Chaque voiture qui nous suivait sur plus de 2 pâtés de maison faisait battre mon cœur. Chaque feu rouge semblait durer une éternité, suffisamment de temps pour que quelqu'un nous rattrape, nous bloque. Mais nous sommes arrivés au cabinet sans incident. Le docteur Harrison était un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux gris, des lunettes au bout du nez, une expression douce mais professionnelle. Son cabinet était accueillant, avec des plantes aux fenêtres et des tableaux de paysages sur les murs. « Madame Anderson », a-t-il dit, lui serrant la main avec délicatesse. « C'est un plaisir de vous rencontrer. S'il vous plaît, mettez-vous à l'aise. Cette évaluation n'est pas un test que vous pouvez réussir ou échouer. C'est simplement une conversation pour comprendre comment vous vous sentez, votre cognition, votre bien-être émotionnel. » Je suis resté en dehors de la pièce pendant l'évaluation, marchant nerveusement dans le couloir. David était assis sur une chaise, apparemment calme, mais j'ai vu ses yeux vérifier constamment son téléphone, la porte, les fenêtres. Thomas est arrivé 20 minutes plus tard, l'air épuisé mais soulagé. « Pas de problème ?» ai-je demandé. « Aucun. Ma femme pense toujours que le rendez-vous est annulé. Mais Ivy, elle a pris rendez-vous avec un autre médecin pour cet après-midi, quelqu'un de son cercle. Quand elle découvrira que nous sommes allés voir le docteur Harrison quand même, elle va être furieuse. Qu'elle soit furieuse. Quand nous aurons l'évaluation officielle documentant que votre mère est lucide, il sera beaucoup plus difficile de contester. » L'évaluation a duré près de 2 heures. Quand la porte s'est finalement ouverte, Madame Anderson est sortie l'air épuisée, mais aussi étrangement légère, comme si un poids avait été retiré de ses épaules. Le docteur Harrison nous a appelés dans son bureau. « Madame Anderson est absolument lucide », a-t-il dit sans ambages. Sa cognition est excellente pour son âge. Elle a une mémoire claire des événements récents et passés, elle comprend parfaitement les questions complexes et fait preuve d'un jugement solide. Il n'y a absolument aucune raison de la considérer inapte à gérer ses propres affaires. Le soulagement que j'ai ressenti a été si intense que mes jambes ont failli céder. Cependant, a-t-il poursuivi, et son ton est devenu plus sérieux, elle a également signalé des situations très préoccupantes. Des médicaments administrés à des doses incorrectes, des pressions pour signer des documents qu'elle ne comprenait pas complètement, un isolement social forcé. Je vais tout documenter dans mon rapport, et je dois dire que j'envisage sérieusement de signaler cette affaire au service de protection des personnes âgées. « S'il vous plaît, faites-le », a dit David. « Et plus nous aurons de documentation, mieux ce sera. » Nous sommes sortis du cabinet à 11 heures du matin, avec des copies du rapport officiel en main. Madame Anderson tenait sa copie comme si c'était l'objet le plus précieux du monde. « C'est écrit ici », a-t-elle dit, les larmes aux yeux. « Il est officiellement documenté que je ne suis pas folle, que je ne suis pas incompétente, et que ce qu'ils m'ont fait était mal. Et ce n'est que le début, ai-je dit en l'embrassant. Maintenant, nous avons la preuve dont nous avions besoin. Les autres pièces vont se mettre en place. » Mais même en disant cela, une partie de moi savait que nous étions loin de la fin. Parce que maintenant que nous avions porté le premier coup réel, maintenant que nous avions une documentation officielle démasquant leurs mensonges, ils allaient riposter. Et les gens désespérés font des choses désespérées. Sur le chemin du retour, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai répondu, et la voix que j'ai entendue a glacé mon sang. « Vous vous croyez maligne, n'est-ce pas ?» C'était la belle-fille, et sa voix était glaciale, contrôlée, dangereuse. « Changer l'heure du rendez-vous, me tromper, penser que vous pouviez me surpasser. Mais vous avez commis une erreur, Ivy Washington. Une erreur très grave. Je ne sais pas de quoi vous parlez, ai-je dit, essayant de garder ma voix calme. Vos enfants. Daniel, 8 ans, 3e année. Lisa, 6 ans, 1re année. École Jefferson, classe de la professeure Martinez. Votre sœur Tasha les récupère tous les jours à 3h15. Sauf qu'aujourd'hui, quelqu'un va les récupérer plus tôt. Quelqu'un qui va dire que vous l'avez envoyé, qu'il y a eu une urgence. Mon monde s'est arrêté. Vous n'osez pas. J'ai déjà osé. À moins que vous n'ameniez Madame Anderson à l'adresse que je vais vous envoyer maintenant, avec toutes les copies de cette évaluation ridicule, vous ne reverrez plus jamais vos enfants.
Et Ivy, ne testez pas ma patience en impliquant la police. J'ai des yeux partout. Un faux pas, et vos enfants en paieront le prix. La communication a été coupée. J'ai regardé David, Thomas, Madame Anderson, et tous les mots sont morts dans ma gorge. Ils avaient mes bébés. Et soudain, toute notre planification minutieuse, toutes les preuves que nous avions recueillies, tout le courage que j'avais accumulé, rien de tout cela n'avait plus d'importance. Parce que la seule chose qui comptait au monde était 2 enfants qui avaient désespérément besoin que leur mère les sauve. Et je n'avais pas la moindre idée de comment faire cela sans détruire tout ce pourquoi nous nous étions battus. Je n'arrivais pas à respirer. Littéralement. Ma poitrine était si serrée que chaque tentative d'inspirer de l'air semblait traverser du verre brisé. « Mes enfants !» ai-je murmuré, puis j'ai crié « Ens enfants !» David m'a tenu fermement par les épaules. « Ivy, respire. Regarde-moi. Respire. » Mais je ne pouvais pas. Tout ce que je voyais, c'était les visages de Daniel et Lisa, leur rire, leur câlin du matin, la façon dont Lisa tenait encore ma main lorsque nous traversions la rue. Mes bébés entre les mains de cette femme monstrueuse. Mon téléphone a vibré. Un message avec une adresse. Un entrepôt abandonné dans le quartier industriel, de l'autre côté de la ville. 1 heure. Seul. Amène la vieille et les documents. Pas de police, pas d'avocat, pas de ruse. Où tes enfants apprendront ce qui arrive quand des gens comme toi oublient leur place. Des gens comme toi. Les mots brûlaient plus que n'importe quelle menace explicite. J'y vais, ai-je dit, ma voix étrange, distante, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Je vais lui donner ce qu'elle veut. Non, a dit David fermement. Ivy, si vous faites ça, vous lui livrez tout. Madame Anderson, les preuves, toute chance de justice. Et il n'y a aucune garantie qu'elle vous rende vos enfants après. Je m'en fiche, ai-je crié, les larmes me brûlant les yeux. Ce sont mes enfants. Vous ne comprenez pas? Je ne peux pas, Ivy. La voix de Madame Anderson a coupé mon hystérie. Elle a saisi mon visage à 2 mains, me forçant à la regarder dans les yeux. Écoutez-moi. Vos enfants ont besoin que vous soyez intelligente maintenant, pas désespérée. Si vous cédez à cette femme, elle va nous tuer tous. Y compris Daniel et Lisa, car ils sont devenus des témoins. Les mots étaient cruels, brutaux, mais vrais. Et ils ont transpercé ma panique comme une lame aiguisée, apportant une clarté terrible. Thomas était pâle, son téléphone tremblant dans sa main. « Je connais cette adresse », a-t-il dit. C'est une propriété que ma femme a achetée, il y a 6 mois par l'intermédiaire d'une des sociétés écrans. Officiellement, c'est un entrepôt vide en attente de démolition. Officieusement, il a dégluti. C'est là que l'avocat et ses associés font leurs affaires. Des gens dangereux fréquentent cet endroit. Donc c'est un piège, a dit David, pensant rapidement. Elle vous veut tout au même endroit, toutes les preuves, où elle peut tout régler d'un coup et faire croire à un accident ou simplement faire disparaître tout le monde. Mais mes enfants sont là. Ma voix s'est à nouveau brisée. Peut-être pas, a dit Thomas soudainement. Ivy, ma femme est beaucoup de choses, mais elle n'est pas stupide. Les enfants sont son levier. Elle ne va pas les amener au même endroit où elle prévoit de régler le reste. Elle les a ailleurs, cachés, gardés par quelqu'un de sa confiance. Comment trouve-t-on où? Thomas a regardé son téléphone, nous a regardés, et quelque chose a changé dans son expression. Une décision était prise, une ligne était finalement franchie. Elle a un associé. Eduardo Santos. Il gère les opérations les plus sales. Si elle a confié les enfants à quelqu'un, c'est à lui. Et je sais où il habite. David était déjà en train de composer un numéro. J'appelle mon contact au FBI. Le procureur fédéral que j'ai mentionné. Avec ce que nous avons maintenant, les preuves, les enregistrements, l'enlèvement actif, ils peuvent agir immédiatement. Nous n'avons pas le temps, ai-je crié. 1 heure. Elle a dit 1 heure. Alors nous allons diviser pour régner, a dit Madame Anderson, et il y avait une force dans sa voix qui n'avait rien à voir avec l'âge ou la fragilité. David, vous travaillez avec les autorités, vous leur donnez tout ce que nous avons, vous coordonnez la réponse officielle. Thomas, vous allez après cet Eduardo, trouver les enfants. Et moi? Elle m'a regardé avec une détermination absolue, Ivy et moi allons à l'entrepôt. Non, ont dit tous les hommes en même temps. Si, a-t-elle rétorqué. Parce que c'est ce qu'elle attend. C'est ce qu'elle a exigé. Et pendant qu'elle sera concentrée sur moi, à essayer de me forcer à signer quoi que ce soit, cela donne du temps aux autres pour bouger les bonnes pièces. Elle va nous tuer, ai-je dit, mais sans hystérie maintenant. Juste un fait froid et dur. Peut-être. Mais vous deux, elle a regardé David et Thomas, devez promettre que vous sauverez les enfants d'Ivy en premier. Avant toute chose.
Avant moi, avant la justice, avant tout le reste. Promettez. Thomas avait des larmes qui coulaient sur son visage. Mère, promets, fils. Pour la première fois de ta vie d'adulte, fais la bonne chose sans hésiter. Je promets. David a acquiescé gravement. Les enfants d'abord. Parole d'honneur. J'ai regardé l'horloge. 45 minutes. Alors nous devons bouger. Maintenant. Les 20 minutes suivantes ont été un flou d'actions frénétiques. David a donné l'adresse d'Eduardo à Thomas, ainsi que le contact de son équipe de sécurité. Il a appelé le procureur fédéral, expliquant la situation en phrases courtes et urgentes, envoyant des fichiers numériques tout en parlant. Ils auront besoin de 30 minutes pour mobiliser une équipe, a-t-il dit après avoir raccroché. Mais ils ont promis que quand ils arriveraient en force. Thomas était déjà en train de sortir par la porte, le téléphone à l'oreille, coordonnant avec le chef de la sécurité. « Je vais t'attraper ce salaud et je vais ramener les enfants », a-t-il dit, me regardant avec ce qui pourrait être de la rédemption dans les yeux. « Ivy, je le jure sur ma vie. Tes enfants reviendront vers toi. » Et puis il ne restait que moi, Madame Anderson, et David conduisant dans un silence tendu vers le quartier industriel. « Vous allez utiliser ceci, » a dit David, nous tendant 2 petits appareils. Traceurs GPS. Gardez-les dans vos poches. Et ceci, il a donné un autre appareil à Madame Anderson, est un microphone. Enregistrez tout. Chaque mot, chaque aveu. Si je vous perds sur le traceur, j'aurai au moins l'audio de ce qui s'est passé. Si je vous perds. Les mots non dits étaient clairs. Si vous mourrez. L'entrepôt est apparu devant nous. Une structure massive de béton gris, des fenêtres brisées, des portails rouillés. Le genre d'endroit où les cris ne seraient entendus par personne qui s'en soucie. 2 voitures étaient déjà garées à l'extérieur. Une Mercedes noire que j'ai reconnue comme étant celle de la belle-fille. Un SUV sombre aux vitres teintées. Dernière chance de changer d'avis, a dit David, mais sa voix indiquait qu'il savait que nous ne changerions pas. Gardez un œil sur ce traceur, ai-je dit. Et si quelque chose tourne très mal, si vous perdez notre signal ou entendez que nous sommes en danger réel, n'attendez pas les fédéraux. Entrez avec tout ce que vous avez. C'est noté. Madame Anderson et moi sommes descendus de la voiture et avons marché vers le portail ouvert. Chaque pas semblait peser 1000 kilos. J'entendais mon cœur battre dans mes oreilles, sentais le goût métallique de la peur sur ma langue. L'intérieur de l'entrepôt était encore pire que l'extérieur. Sombre, froid, sentant le moisi et la rouille. Nos pas résonnaient sur le béton brisé. Des piles de vieilles boîtes et d'équipements abandonnés créaient des ombres menaçantes partout. Bienvenue. La voix de la belle-fille a résonné de quelque part devant. Je suis contente que vous ayez décidé d'être raisonnable. Nous avons suivi la voie jusqu'à une zone ouverte au centre de l'entrepôt. La belle-fille était là, impeccable comme toujours dans son tailleur de créateur, ses talons toujours hauts et pointus. L'avocat était à côté d'elle, ainsi que 2 hommes costauds qui étaient clairement de la sécurité privée, ou pire. Où sont mes enfants? Ai-je exigé immédiatement. En sécurité. Pour l'instant. Elle a souri, et il n'y avait rien d'humain dans ce sourire. Je vois que vous avez amené Madame Anderson. Et les documents? Mes enfants d'abord. Ensuite nous négocions. Vous n'êtes pas en position d'exiger quoi que ce soit, ma chère. Elle a pratiquement craché le dernier mot. Vous êtes une employée de maison qui s'est mêlée de ceux qui ne la regardaient pas. Les gens comme vous doivent apprendre qu'il y a des conséquences à oublier sa place. Ma place, ai-je dit, sentant la colère remplacer la peur, est du côté des gens qui ont besoin de protection contre des monstres comme vous. Son visage s'est tordu de fureur. Monstre. Je suis une femme d'affaires qui fait ce qui doit être fait dans un monde qui ne donne rien gratuitement à personne. Vous n'avez aucune idée de ce que c'est que de construire un pouvoir réel, de contrôler des ressources réelles, d'opérer au niveau où j'opère. Je sais exactement ce que vous êtes, a dit Madame Anderson, sa voix perçant l'air. Vous êtes une criminelle. Une voleuse qui a tenté de dérober non seulement ma fortune, mais ma dignité, ma liberté, mon propre esprit. Votre esprit se détériorait de toute façon, a rétorqué la belle-fille. J'ai simplement accéléré l'inévitable. Et quant à votre fortune, franchement, vous ne la méritez pas. Né riche, marié riche, n'ayant jamais travaillé un jour de votre vie. Moi, j'ai lutté pour tout ce que j'ai. Je mérite cette fortune plus que vous ne l'avez jamais méritée. Alors vous admettez, ai-je dit, touchant discrètement le microphone dans ma poche pour m'assurer qu'il enregistrait. Vous admettez avoir manipulé Madame Anderson, avoir falsifié des documents, avoir planifié de voler son héritage. Elle a ri, un son aigu et désagréable. J'admets tout. Parce que cela n'a aucune importance.
Vous ne sortirez jamais d'ici pour le raconter à qui que ce soit. Personne ne croirait de toute façon une employée de maison et une vieille sénile. Je ne suis pas sénile, a dit calmement Madame Anderson. J'ai une évaluation psychiatrique officielle de ce matin qui le prouve. Lucide, compétente, complètement capable. Le visage de la belle-fille s'est assombri. Cette évaluation ne vaut rien. Mes avocats vont la contester, ils vont trouver 10 médecins qui diront le contraire. Vous auriez peut-être dû y penser avant d'enlever des enfants, ai-je dit. C'est un crime fédéral. Peu importe le nombre d'avocats que vous avez. Enlèvement. Elle a faim la surprise. Je n'ai enlevé personne. J'ai simplement demandé à un ami de récupérer vos enfants plus tôt à l'école. Une urgence familiale, nous avons dit. La secrétaire n'a même pas posé de questions. Parce que vous avez falsifié mon identité, ai-je accusé. Prouvez-le, a-t-elle défié. C'est alors que j'ai entendu, lointaines, mais indubitables, des sirènes. La belle-fille les a entendues aussi. Son visage est devenu blanc, puis rouge de colère. Vous avez amené la police? Après que j'ai explicitement averti, je n'ai amené personne, ai-je dit, et c'était techniquement vrai. David les avait amenés. Mais apparemment, quelqu'un a remarqué 2 femmes emmenées dans un entrepôt abandonné par des hommes de main armés. Les gardes ont regardé la belle-fille, attendant des ordres. L'avocat se dirigeait déjà vers une sortie latérale. « Arrêtez-les » a hurlé la belle-fille. « Nous ne pouvons pas les laisser sortir d'ici. » Les hommes ont avancé. L'un d'eux a saisi mon bras, serrant assez fort pour faire mal. L'autre s'est dirigé vers Madame Anderson. Et puis le monde a explosé en action. Les portes de l'entrepôt ont été enfoncées simultanément depuis 3 directions différentes. Des policiers fédéraux en uniforme tactique ont envahi l'espace, armes au poing, les cris de « FBI ». Mains où nous pouvons les voir. Résonnant contre les murs de béton. L'homme qui me tenait m'a immédiatement lâché, les mains levées. L'avocat a tenté de courir, mais a été plaqué par 2 agents avant de faire 3 pas. La belle-fille est restée immobile, figée, son visage un tableau d'incrédulité et d'horreur croissante. À terre. Maintenant, lui a crié un agent. Vous ne pouvez pas faire ça, a-t-elle crié en retour. J'ai des droits. J'ai des avocats. Vous ne savez pas à qui vous vous attaquez. Nous nous attaquons à une suspecte de blanchiment d'argent, de fraude, de manipulation de personnes âgées et d'enlèvement, a répondu froidement l'agent, la forçant à se mettre à terre et lui passant les menottes. Et oui, nous savons exactement à qui nous nous attaquons. Eduardo Santos est déjà en garde à vue. Il a offert un accord complet en échange de protection. Il a tout dit. Eduardo. Mon cœur a fait un bond. Et les enfants? Mes enfants, où sont mes enfants? Un autre agent s'est approché, son expression s'adoucissant. Sains et saufs. Ils ont été récupérés il y a 15 minutes dans une maison à River Oaks. Effrayés mais pas blessés. Votre sœur est déjà avec eux. Mes jambes m'ont lâché. Je me suis littéralement effondré sur le sol, des sanglots secouant tout mon corps. Sains et saufs. Mes bébés étaient en sécurité. Madame Anderson s'est agenouillée à mes côtés, ses propres larmes coulant librement, et nous nous sommes serrés dans les bras sur le sol sale de cet entrepôt pendant que des criminels étaient traînés menottés autour de nous. C'est fini, a-t-elle murmuré. Ivy, c'est fini. Vous nous avez tous sauvés. Mais ce n'était pas encore tout à fait fini. Thomas est arrivé 20 minutes plus tard, l'air détruit mais soulagé. Il est allé directement vers sa mère, tombant à genoux devant elle. « Mère, je suis tellement désolé. Tellement désolé. Il n'y a pas assez de mots, pas assez d'excuses qui... As-tu sauvé les enfants ?» a-t-elle demandé. J'ai aidé. J'ai donné aux fédéraux toutes les informations que j'avais, chaque détail sur ces opérations, chaque compte secret, chaque contact. Tout. Et maintenant? Maintenant, je vais faire face aux conséquences. J'ai signé des documents frauduleux, facilité des transferts illégaux. Je vais en répondre. Les fédéraux m'ont offert un accord si je témoigne contre tous les autres impliqués, mais même ainsi, je vais probablement faire de la prison. Madame Anderson est restée silencieuse pendant un long moment, étudiant le visage de son fils. « Tu as fait la bonne chose à la fin », a-t-elle finalement dit. « Cela a pris beaucoup de temps, tu as blessé beaucoup de gens en chemin, et oui, tu devras en payer le prix. Mais au moment qui comptait, lorsque des enfants innocents étaient en danger, tu as choisi de les protéger au lieu de te protéger toi-même. C'est quelque chose. Ce n'est pas suffisant. Non, ça ne l'est pas. Mais c'est un début. » David est apparu, l'air épuisé mais triomphant. Nous avons tout. Aveux audio, documents saisis, témoignages de personnes cherchant des accords.
Le procureur appelle cela l'un des plus grands cas de blanchiment d'argent et de fraude de l'année. Tout le réseau va tomber, non seulement votre belle-fille et l'avocat, mais des dizaines de personnes liées à cela. Et les enfants d'Ivy? A demandé Madame Anderson. L'agent n'exagérait pas sain et sauf. Effrayé, confus sur pourquoi des gens étranges les ont récupérés à l'école, mais physiquement intacts. Tasha est avec eux maintenant dans une pièce sécurisée, attendant Ivy. J'étais déjà debout, me dirigeant vers la sortie. J'ai besoin de les voir. J'ai besoin de... Allez-y, a dit Madame Anderson, me tenant la main pour un dernier instant. Allez retrouver vos bébés. Ils ont besoin de vous. Et Ivy, merci. Merci pour tout. Non, ai-je dit, lui serrant la main en retour. Merci à vous. De m'avoir traité comme un être humain. De m'avoir fait confiance. De vous être battu à mes côtés. Le trajet jusqu'à la pièce sécurisée a été le plus long de ma vie, même s'il n'a duré que 15 minutes. Chaque seconde loin de Daniel et Lisa était de la pure torture. Et puis je les ai vus. Ils étaient assis sur un canapé, Lisa tenant son lapin en peluche usée, Daniel avec son bras protecteur autour de sa petite sœur. Quand ils m'ont vu, leurs visages se sont illuminés. Maman. Ils ont couru vers moi et je les ai pris, les serrant contre ma poitrine si fort que j'ai probablement fait mal, mais je ne pouvais pas les lâcher, je ne pouvais pas arrêter de les toucher, de sentir leurs cheveux, de confirmer qu'ils étaient réels, qu'ils étaient là, qu'ils étaient en sécurité. « Tu es blessée, maman ?» a demandé Lisa, touchant les larmes sur mon visage. « Non, mon bébé. Ce sont des larmes de joie. Je suis tellement heureuse de vous voir. » Des gens bizarres nous ont récupérés à l'école, a dit Daniel, sa voix essayant d'être courageuse mais tremblant un peu. Ils ont dit que tu les avais envoyés, que tu avais eu une urgence. Mais je savais que quelque chose n'allait pas parce que tu envoies toujours Tasha. Toujours. Tu as été si intelligent, ai-je dit, embrassant son front. Tellement courageux. Vous l'avez été tous les deux. C'était effrayant, a admis Lisa d'une petite voix. Mais Daniel a dit que tu viendrais nous chercher. Il a dit que tu venais toujours. Toujours, ai-je promis, les serrant tous les deux plus fort. Toujours, toujours, toujours. Tasha pleurait aussi, nous serrant tous dans ses bras. Ivy, quand ces agents sont arrivés et ont dit que les enfants avaient été enlevés, j'ai pensé. Je sais. Mais c'est fini. Tout est fini maintenant. Cette nuit-là, après que les enfants se soient finalement endormis épuisés dans l'appartement de Tasha, après avoir donné des milliers de déclarations à des dizaines d'agents différents, après que l'adrénaline ait finalement commencé à quitter mon système, je me suis assise sur le petit balcon regardant la ville. David a appelé avec des mises à jour. La belle-fille et l'avocat vont faire face à des accusations fédérales qui entraîneront probablement des décennies de prison. Eduardo Santos coopère pleinement, dénonçant des connexions qui vont bien au-delà de cette affaire. Thomas va probablement prendre 5 ans, mais avec un bon comportement, il pourrait sortir en 3. Et Madame Anderson, officiellement déclarée victime, non suspecte d'aucun crime. Son vrai testament est exécuté comme écrit. Les œuvres de bienfaisance qu'elle a choisies recevront la majeure partie de la fortune. Thomas aura une somme gérée par une fiducie indépendante. Et Ivy. Oui. Elle veut vous parler. Demain, quand vous serez prête. Le lendemain, je suis retourné au manoir pour la dernière fois. Il semblait différent maintenant, plus petit d'une certaine manière, moins intimidant. Ce n'était qu'une maison, après tout. Des murs, des meubles et des souvenirs, rien de plus. Madame Anderson était dans le jardin, assise sur un banc près des rosiers, le soleil de l'après-midi créant des auréoles dorées autour d'elle. « Asseyez-vous avec moi », a-t-elle dit, tapotant le banc. Je me suis assise, et nous sommes restés dans un silence confortable pendant un moment. « J'ai vendu la maison », a-t-elle finalement dit. Trop de mauvais souvenirs maintenant, peu de raisons de la garder. Je vais dans un endroit plus petit, plus gérable. Peut-être un de ces beaux lotissements près du parc. Ça a l'air bien. Ivy, il y a quelque chose que je dois vous donner. Elle m'a tendu une enveloppe. Ouvrez. À l'intérieur, il y avait un chèque. J'ai regardé les chiffres et ma vision est devenue floue. 100 000 $. Je ne peux pas accepter. Vous le pouvez et vous le ferez, a-t-elle dit fermement. Vous avez sauvé ma vie, ma raison, ma dignité. Vous avez risqué vos propres enfants pour moi. Cet argent n'est pas de la charité, c'est de la reconnaissance. Et il y a plus, j'ai établi une fiducie pour l'éducation de Daniel et Lisa. Collège complet, études supérieures s'ils le souhaitent, tout est payé. Les larmes coulaient librement maintenant. Pourquoi? Pourquoi faire tout ça? Parce que vous m'avez montré quelque chose que j'avais oublié ces dernières années, entouré de luxe mais vide d'humanité.
Vous m'avez montré que la valeur d'une personne n'a rien à voir avec l'argent ou le statut. Elle a à voir avec le caractère, avec le courage, avec le fait de faire ce qui est juste même quand cela coûte tout. Elle a tenu ma main, cette main que j'avais tenue tant de fois ces dernières semaines. Vous êtes une femme extraordinaire, Ivy Washington. Ne laissez jamais personne vous faire oublier cela. Quand j'ai quitté le manoir pour la dernière fois, je n'ai pas ressenti de tristesse. J'ai ressenti quelque chose de plus proche de la paix. J'étais entré dans cette maison comme une simple employée de maison invisible de plus. J'en sortais comme quelqu'un qui avait fait une réelle différence, qui avait changé des vies, qui avait prouvé que la justice était encore possible même lorsque toutes les chances étaient contre vous. Mes enfants étaient en sécurité. Une bonne femme était libre. Des criminels étaient en prison. Et j'avais les ressources pour offrir à Daniel et Lisa l'avenir dont j'avais toujours rêvé pour eux. Ce n'était pas une fin de conte de fées. Il y avait encore des traumatismes à traiter, une peur qui mettrait du temps à disparaître complètement, des cicatrices qui ne s'effaceraient jamais totalement. Mais c'était la justice. Réelle, imparfaite, durement gagnée, mais la justice quand même. Et parfois, la justice est le seul heureux dénouement qui compte. 6 mois plus tard, je me suis réveillé dans un appartement qui ne me semblait pas encore tout à fait réel. 2 chambres, de grandes fenêtres qui laissaient entrer la lumière du soleil, une cuisine où mes casseroles n'avaient pas à se battre pour l'espace. Sans le bruit constant du métro qui secouait les murs. Sans moisissure dans les coins. Sans la sensation perpétuelle d'être en retard d'un pas sur le loyer. Daniel et Lisa dormaient encore, enveloppés dans de nouvelles couvertures sur de nouveaux lits, leur chambre décorée avec les couleurs qu'ils avaient choisies. Je suis resté à la porte à les observer un instant, comme je le faisais tous les matins depuis ce jour terrible, juste pour confirmer qu'ils étaient réels, qu'ils étaient là, qu'ils étaient en sécurité. Le traumatisme de l'enlèvement avait laissé des marques. Lisa faisait des cauchemars occasionnellement, se réveillant en pleurant après moi. Daniel avait développé un besoin de savoir exactement où j'étais tout le temps, m'envoyant des messages constants quand j'étais dehors. Mais nous y travaillions, avec une thérapeute douce et patiente dont les séances étaient payées par le fonds que Madame Anderson avait établi. Nous guérissions. Lentement, à notre propre rythme, mais nous guérissions. Mon téléphone a vibré. Message de Madame Anderson. Petit déjeuner aujourd'hui. Il y a quelque chose dont je veux discuter avec vous. J'ai souri. Au cours des derniers mois, elle et moi avions développé une amitié improbable mais sincère. Non plus employée et employeuse, mais 2 femmes qui avaient traversé le feu ensemble et en étaient sorties transformées. Elle avait déménagé dans un charmant lotissement près du parc, comme elle l'avait prévu. Plus petit, plus gérable, mais toujours élégant à sa manière. Quand je suis arrivé, elle était sur le balcon, buvant du thé et nourrissant les oiseaux. Ivy. Elle a souri, ce sourire sincère qui me réchauffait toujours le cœur. Asseyez-vous. J'ai fait ces crêpes que vous aimez. Nous nous sommes assis ensemble, mangeant et parlant de choses simples. Le temps, les oiseaux, comment Lisa se débrouillait au ballet, à quel point Daniel aimait le club scientifique de la nouvelle école. Il y a quelque chose que je dois vous dire, a finalement dit Madame Anderson, posant sa tasse de thé avec soin. J'ai reçu un appel du procureur hier. Le procès est fixé pour le mois prochain. Mon estomac s'est serré. Je savais que ce jour viendrait, mais l'idée de revoir cette femme, de revivre tout cela dans une salle d'audience. Ils auront besoin que vous témoigniez, a-t-elle poursuivi. Votre témoignage est crucial. Vous avez vu des choses, entendu des conversations, trouvé des preuves que personne d'autre n'a vues. Mais Ivy, elle a tenu ma main. Je comprendrai si vous ne voulez pas. Je comprendrai si vous voulez simplement passer à autre chose. Oubliez tout ça. Non, ai-je dit, me surprenant par la fermeté de ma voix. Je vais témoigner. Cette femme doit répondre de ce qu'elle a fait. Pas seulement à nous, mais à toutes les autres victimes qu'elle a créées au fil des ans à travers ce réseau de blanchiment d'argent. Ce sera difficile. Tout a été difficile, mais nécessaire. Madame Anderson a souri, la fierté brillant dans ses yeux. Vous êtes la personne la plus courageuse que je connaisse. Je ne suis pas courageuse, ai-je corrigé, comme je l'avais fait tant de fois. Je fais juste ce qui doit être fait. C'est exactement ce qu'est le courage. Le procès, quand il a finalement eu lieu, a été tout ce que j'avais craint et plus encore. La belle fille était méconnaissable, cheveux ternes, visage sans maquillage, vêtements simples fournis par la prison. Mais les yeux portaient toujours cette arrogance froide, ce refus d'accepter qu'elle avait perdu. Quand mon tour de témoigner est arrivé, je suis monté à la barre les jambes tremblantes mais la tête haute. L'avocat de la défense a tenté de me discréditer, de me dépeindre comme une employée de maison rancunière avec des motivations financières, quelqu'un qui avait inventé des preuves par vengeance. N'est-il pas vrai, a-t-il dit calmement, regardant droit le jury, que vous avez été généreusement récompensé par Madame Anderson après ces événements?
Je l'ai été. Mais je ne savais pas que ce serait le cas lorsque j'ai commencé à enquêter. J'ai fait ce que j'ai fait parce que c'était la bonne chose à faire, pas parce que j'attendais un paiement. Et pourtant, vous avez bénéficié financièrement de la situation. 100 000 $, des fiducies pour l'éducation de vos enfants, un appartement, objection, a interrompu le procureur fédéral. Pertinence. Admis, a dit le juge. Mais allez droit au but, conseiller. Ne trouvez-vous pas commode, a insisté l'avocat de la défense, qu'une employée de maison ordinaire découvre soudainement des preuves d'une prétendue conspiration élaborée? Il n'y a rien de prétendu là-dedans, ai-je répondu, gardant ma voix ferme même si la colère me brûlait la poitrine. Les preuves sont réelles. Les enregistrements sont réels. Le testament falsifié est réel. Et l'enlèvement de mes enfants était très, très réel. Mais il n'y a pas de preuve concrète que ma cliente ait ordonné ce prétendu enlèvement. J'ai l'enregistrement de l'appel, ai-je coupé, où elle décrit exactement ce que mes enfants portaient, quelle classe ils fréquentaient, et menace explicitement que je ne les reverrai jamais à moins que je ne lui livre Madame Anderson. Voulez-vous que je le diffuse ici pour que le jury l'entende à nouveau? L'avocat est devenu rouge, se tournant brusquement. Pas d'autres questions. Le jury a délibéré pendant moins de 3 heures. Coupable de toutes les accusations. Lorsque le verdict a été lu, la belle-fille a finalement craqué. Non par regret ou remords, mais par pure fureur. Elle a crié à l'injustice, au fait qu'elle était la véritable victime, au fait que des gens comme moi ne devraient pas avoir le pouvoir de détruire des gens comme elle. Les gens comme moi, ai-je dit, assez fort pour qu'elle entende pendant qu'elle était emmenée par les gardes, sont les gens que vous avez piétinés pendant des années en pensant qu'il n'y aurait jamais de conséquences. Maintenant vous savez qu'il y en a. À l'extérieur du tribunal, les journalistes nous ont encerclés. Des microphones étaient pointés vers nous, des caméras clignotaient de toutes parts. Madame Anderson a tenu ma main, et ensemble nous avons fait une brève déclaration. Justice a été rendue aujourd'hui, a dit Madame Anderson, sa voix ferme et claire. Mais cette justice n'a été possible que grâce au courage d'une femme qui a refusé de se taire face au mal. Evie Washington est une héroïne dans le vrai sens du terme. Je ne suis pas une héroïne, ai-je dit quand ce fut mon tour de parler. Je suis juste une mère, une travailleuse, quelqu'un qui croit que faire ce qui est juste compte plus que la sécurité personnelle ou le confort. Et j'espère que cette histoire inspirera les autres employés, les autres travailleurs invisibles, les autres personnes qui sont traitées comme si elles n'avaient pas d'importance, à élever leur voix également quand elles voient l'injustice. Ce soir-là, Daniel et Lisa ont regardé les nouvelles avec moi pour la première fois. J'avais évité de les exposer aux détails de l'affaire, mais maintenant qu'elle était close, je sentais qu'ils méritaient de comprendre pourquoi ces jours effrayants avaient eu lieu. « Tu es à la télévision, maman », a dit Lisa avec de grands yeux. Je le suis. Il t'appelle une héroïne. Les gens utilisent ce mot facilement. Mais savez-vous ce qu'est vraiment l'héroïsme? C'est faire la bonne chose même quand on a peur. Même quand c'est difficile. Même quand ça coûte. Daniel, toujours le penseur, est resté silencieux un instant. Cette méchante femme, elle allait faire du mal à Madame Anderson. Oui, elle lui faisait déjà du mal, d'une manière que vous ne comprenez peut-être pas encore. Lui enlevant sa liberté, sa dignité, son choix sur sa propre vie. Et tu l'as arrêté. J'ai essayé. Et j'ai eu beaucoup d'aide d'autres bonnes personnes en cours de route. Comme Monsieur Thomas, a demandé Lisa. Madame Anderson dit qu'il est en prison, mais qu'il a aidé à la fin. Exactement. Monsieur Thomas a fait de très mauvaises choses. Mais quand cela comptait, quand des vies étaient en danger, il a choisi de faire ce qui était juste. Cela n'efface pas le mal qu'il a fait, mais cela montre que les gens peuvent changer, peuvent choisir d'être meilleurs. Tu vas lui rendre visite en prison? A demandé Daniel. La question m'a surprise. Pourquoi demandes-tu cela? Parce qu'à l'école, la maîtresse nous a appris le pardon. Que pardonner ne signifie pas dire que ce que la personne a fait était juste, mais que cela signifie ne pas laisser la colère te contrôler. Les larmes me sont montées aux yeux. Quand mon fils de 8 ans était-il devenu si sage? Tu sais quoi? Je crois que oui. Je crois que je vais lui rendre visite. Parce que tu as raison, le pardon n'est pas pour lui. C'est pour ne pas porter un poids qui ne m'appartient pas. J'ai rendu visite à Thomas 2 semaines plus tard. La prison était un endroit sombre, tout en béton gris et métal froid. Thomas semblait plus petit d'une certaine manière, diminué non seulement physiquement mais en esprit. Evie, a-t-il dit quand nous nous sommes assis séparés par une vitre, parlant à travers de vieux téléphones. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Je ne m'attendais pas non plus à venir. Mais mon fils m'a récemment donné une leçon sur le pardon. Quelque chose s'est brisé sur son visage. Je ne mérite pas votre pardon. Probablement pas.
Mais je mérite la paix qui vient de libérer la colère qui ne me sert pas. Alors je suis là pour vous dire que je vous pardonne. Thomas. Non pas pour ce que vous avez fait, mais malgré cela. Il a pleuré alors, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Ma mère me rend visite une fois par semaine. Elle m'a aussi pardonné. Elle a dit que le fils qu'elle aimait est toujours là quelque part, enterré sous des années de mauvais choix. J'essaie de le retrouver. C'est un bon début. Quand je sortirai d'ici, dans 3 ans s'il y a bonne conduite, je consacrerai ma vie à réparer les dommages que j'ai causés. Il existe des organisations qui aident les personnes âgées victimes de fraude et d'abus. Je travaillerai pour elles, j'utiliserai mon expérience pour éduquer les autres, pour identifier les signes de manipulation. Votre mère serait fière d'entendre ça. Elle le sait. Je lui ai dit. Elle a dit. Sa voix s'est brisée. Elle a dit qu'elle reconnaissait enfin le garçon que j'étais, qu'il y a encore de l'espoir pour moi. Il y a toujours de l'espoir, ai-je dit. Pour quiconque est prêt à faire le travail pour devenir meilleur. Dans ma nouvelle routine, j'ai trouvé un emploi de coordinatrice dans une organisation à but non lucratif qui aidait les travailleurs domestiques. J'utilisais mon histoire, avec la permission de toutes les personnes impliquées, pour enseigner aux autres leurs droits, comment identifier les situations abusives, comment documenter et signaler quand ils voyaient quelque chose de mal. Beaucoup d'entre vous, ai-je dit dans un atelier rempli de femmes qui me ressemblaient, qui venaient d'endroits similaires, qui menaient des batailles similaires, êtes invisibles dans les foyers où vous travaillez. Mais être invisible signifie que vous voyez des choses. Vous entendez des conversations. Vous remarquez des schémas. Et parfois, vous êtes la seule personne qui se soucie assez de protéger quelqu'un de vulnérable. Une femme plus âgée a levé la main. Mais si nous parlons et perdons notre emploi, j'ai des enfants à nourrir, des factures à payer. Je ne peux pas me permettre d'être courageuse. Je comprends, ai-je dit doucement. Croyez-moi, je comprends. J'ai eu les mêmes peurs. Mais il existe des ressources maintenant, des organisations qui protègent les dénonciateurs, des lois qui empêchent les représailles. Et plus important encore, il y a le coût de ne pas parler. Le coût pour votre conscience, pour la victime que vous auriez pu sauver, pour le genre de monde que nous construisons lorsque nous laissons le mal se produire sans contestation. Mais vous avez eu de la chance, a dit une autre femme. Les choses ont fonctionné pour vous. Et si ça n'avait pas été le cas? Et si vous aviez tout perdu et que rien n'avait changé? C'était une question juste. Une que je m'étais posée tant de fois pendant les nuits d'insomnie. Alors j'aurais tout perdu en faisant ce qui était juste. Et j'aurais enseigné à mes enfants, par l'exemple, que les principes comptent plus que le confort. Que certaines batailles valent la peine d'être menées même si l'on risque de perdre. Que le genre de personne que vous choisissez d'être compte plus que le genre de vie que vous avez. Facile à dire maintenant que vous avez gagné. Vous avez raison. C'est plus facile maintenant. Mais c'était au milieu de la bataille, quand je ne savais pas si j'allais gagner, quand mes enfants étaient en danger, quand chaque instinct me criait de fuir. C'est là que le choix a vraiment compté. Et j'ai choisi de rester. J'ai choisi de me battre. Non pas parce que j'étais courageuse, mais parce que je ne pouvais pas me regarder dans le miroir si je ne le faisais pas. Le silence qui a suivi était pensif, lourd de femmes traitant leur propre situation, leur propre choix. Je ne dis pas que c'est facile, ai-je continué. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de risque réel. Mais je dis que vous comptez. Vos voix comptent. Votre dignité compte. Et quand vous restez silencieuse face à l'injustice, non seulement la victime souffre, vous souffrez aussi, perdant un peu de vous-même chaque jour. Lors de la célébration du 1er anniversaire de ce jour terrible à l'entrepôt, Madame Anderson a organisé un petit dîner intime. Il y avait moi, mes enfants, David Chen et sa famille, et étonnamment, Thomas, libéré temporairement sous surveillance pour l'occasion. Cette année, a dit Madame Anderson, levant son verre, m'a appris plus sur le caractère humain que les 83 années précédentes réunies. Elle m'a appris que la famille n'est pas une question de sang. C'est une question de qui se présente quand vous avez besoin, qui se bat à vos côtés, qui refuse d'abandonner même quand ce serait plus facile. Elle m'a regardé, les larmes brillant dans ses yeux. Evie Washington s'est présentée. Une étrangère, quelqu'un que je ne connaissais que depuis quelques semaines, quelqu'un qui n'avait aucune raison de risquer quoi que ce soit pour moi. Et elle a tout risqué. Sa sécurité, son emploi, ses propres enfants. Parce qu'elle a vu une personne qui avait besoin d'aide et a décidé qu'elle ne pouvait pas tourner le dos. N'importe qui aurait fait la même chose, ai-je dit, gêné par l'attention. Non, est intervenu David. Pas du tout. Des millions de personnes voient l'injustice tous les jours et choisissent de ne pas s'impliquer. C'est plus sûr, plus facile, plus pratique. Vous avez choisi différemment. Parce que j'ai appris, ai-je dit lentement, organisant des pensées qui se formaient depuis des mois, que l'invisibilité peut être un super pouvoir. Quand on vous traite comme si vous n'aviez pas d'importance,
comme si vous n'étiez que des meubles ou du papier peint, vous avez un choix. Vous pouvez intérioriser cela, croire que vous n'avez vraiment pas d'importance. Ou vous pouvez utiliser cette invisibilité, voir des choses que les gens importants ne réalisent pas que vous voyez, agir d'une manière à laquelle ils ne s'attendent pas, comme une espionne secrète. A dit Lisa avec enthousiasme, faisant rire tout le monde. Exactement comme une espionne secrète, ai-je acquiescé, ébouriffant ses cheveux. Maman était un agent secret de la justice. Cool, a dit Daniel. Je peux le raconter à l'école. Tu peux raconter que ta mère croit que chaque personne, quel que soit son travail, son statut ou son argent, mérite la dignité. Et que lorsque tu vois quelqu'un être traité sans dignité, tu as la responsabilité de faire quelque chose à ce sujet. Thomas, qui était resté silencieux la majeure partie de la soirée, a finalement parlé. Ivy, puis-je dire quelque chose? Bien sûr. Vous m'avez sauvé aussi. Pas seulement physiquement, bien que vous l'ayez fait. Mais vous avez sauvé qui je suis. Ou qui je pourrais redevenir. Je m'étais perdu depuis si longtemps, faisant de petites concessions qui sont devenues grandes, me disant qu'il n'y avait pas d'autre choix. Vous avez montré qu'il y a toujours un choix. Toujours. Et vous avez fait le bon choix quand cela comptait, ai-je répondu. Cela compte pour quelque chose. En rentrant chez moi ce soir-là, Daniel et Lisa dormant sur la banquette arrière, j'ai pensé à tout ce qui avait changé en un an. Ce n'était pas seulement le nouvel appartement, l'argent à la banque ou le travail épanouissant. C'était quelque chose de plus profond. C'était la façon dont je me voyais, la façon dont mes enfants me voyaient. Non plus seulement survivre, mais vivre avec un but. Maman? La voix endormie de Lisa est venue du siège arrière. Quand je serai grande, je veux être comme toi. Mon cœur s'est gonflé. Qu'est-ce que tu veux dire, mon bébé? Je veux être courageuse. Je veux aider les gens. Je veux faire une différence. Tu fais déjà une différence, ai-je dit doucement. Chaque fois que tu es gentil avec quelqu'un, chaque fois que tu défends un camarade qui est taquiné, chaque fois que tu choisis de faire ce qui est juste même quand c'est difficile. C'est ça, faire une différence. Même si personne ne voit. Surtout quand personne ne voit. Parce que là, tu sais que tu le fais parce que c'est juste, pas parce que tu vas recevoir du crédit. J'ai mis les enfants au lit, j'ai embrassé leur front et je suis resté à la porte à les regarder dormir comme je le faisais tous les soirs. Nous avions traversé le feu. Nous avions été mis à l'épreuve d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible. Mais nous avions survécu. Plus que cela, nous avions grandi. Mon téléphone a vibré. Message de Madame Anderson. Merci pour cette merveilleuse soirée. Vous et vos enfants êtes la famille que j'ai choisie. N'oubliez jamais, vous n'avez pas seulement sauvé ma vie. Vous m'avez appris à la revivre. J'ai répondu, et vous m'avez appris que la gentillesse existe dans les endroits les plus inattendus. Que les liens réels transcendent la classe, la couleur et les circonstances. Que nous ne sommes tous que des humains essayant de naviguer dans ce monde difficile, et nous avons besoin les uns des autres plus que nous ne l'admettons. Dans le calme de mon appartement, avec mes enfants en sécurité dans leur chambre, avec un travail qui comptait m'attendant demain, avec des amitiés sincères que j'avais construites à travers l'adversité, je me suis accordé un moment de pure gratitude. Cela n'avait pas été facile. J'avais des cicatrices, physiques et émotionnelles, que je porterai toujours. Il y avait des nuits où je me réveillais encore en panique, revivant cet appel téléphonique à propos de mes enfants, ce moment terrible à l'entrepôt. Mais il y avait aussi de la fierté. Fierté d'avoir affronté la peur et de ne pas avoir reculé. Fierté d'avoir protégé quelqu'un de vulnérable quand il aurait été beaucoup plus facile de regarder ailleurs. Fierté de l'exemple que j'avais donné à mes enfants, que le caractère compte, que l'intégrité compte, que faire ce qui est juste compte même quand cela a un coût. Ne signez pas, avais-je crié ce jour-là, interrompant le stylo de Madame Anderson à quelques centimètres du faux papier. Mais le vrai message, celui que j'ai appris à travers tout cela, était plus profond. Ne signez pas votre vie aux attentes des autres. Ne signez pas votre dignité juste pour maintenir la paix. Ne signez pas votre silence quand vous êtes témoin d'une injustice. Ne signez pas votre humanité en échange d'un confort temporaire. Parce qu'en fin de compte, ce qui compte vraiment n'est pas combien d'argent vous avez ou quelle est votre position. C'est qui vous choisissez d'être quand personne d'important ne regarde. C'est ce que vous faites quand faire ce qui est juste vous coûte quelque chose. C'est si vous pouvez vous regarder dans le miroir et aimer la personne que vous voyez. Je le pouvais. Finalement, complètement, je le pouvais. Et c'était la plus grande victoire de toutes. Si cette histoire a touché votre cœur, si elle vous a inspiré ou vous a fait réfléchir différemment aux personnes invisibles qui travaillent autour de vous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Parce que chaque personne a une histoire qui mérite d'être racontée, et chaque voix mérite d'être entendue.